Bien. Je vais vous proposer de commencer. Alors, nous avions prévu initialement que le professeur Jean-François Klein vienne nous parler aujourd'hui des nouvelles routes de la soie et du système d'emprise qu'elles sous-tendent. Nous vous avions annoncé il y a 3 semaines son indisponibilité et nous vous avions promis qu'il serait bien remplacé. Promesse tenue, Marianne Perrondoise a accepté de venir nous parler de l'Indo-Pacifique, une nouvelle géopolitique des mers. Christian Buchet aurait dû nous présenter brillamment, comme il le fait toujours, ce sujet. Il nous aurait probablement rappelé que le glissement de la notion d'Asie-Pacifique à celle d'Indo-Pacifique n'est pas seulement sémantique, mais correspond à des mouvements profonds, à de nouveaux équilibres ou déséquilibres géostratégiques, et met les océans à leur place naturelle, la première, dans la vision qu'il faut avoir du monde. Mais Christian est en vol pour Madagascar et vous demande d'excuser son absence. Ainsi, c'est avec Régis Menu, secrétaire général de l'Institut français de la mer, que j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Perrondoise, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation tardive. Marianne, vous êtes officier de la marine, puis officier de marine. Vous êtes capitaine de frégate, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et de l'École pratique des hautes études. Vous êtes également titulaire d'un diplôme d'études approfondies d'histoire. Vous avez été chercheuse invitée à l'Institut japonais des affaires internationales et à l'Institut national des études de défense au ministère de la Défense du Japon. De 2007 à 2011, vous occupez différents postes de responsabilité sur les questions de sécurité en Asie-Pacifique au sein du ministère français de la Défense, notamment le poste de chef du département Asie-Pacifique au sein de la délégation des affaires stratégiques. Vous êtes ensuite conseillère politique du commandement maritime allié de l'OTAN à Northwood de 2012 à 2015. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire de 2015 à 2022. Aujourd'hui, vous êtes chercheuse associée à l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, spécialiste des questions stratégiques en Asie. Vous y dirigez l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique. Vous êtes chargée d'enseignement à Sciences Po Paris et à l'Université catholique de Lille. Vous êtes également consultante pour des projets de capacity building maritime au profit de l'Union européenne. Vos travaux portent sur les questions géopolitiques en Indo-Pacifique, avec un accent sur les questions de sécurité et de défense en Asie du Nord-Est, Japon, péninsule coréenne, les alliances, les problématiques de sécurité maritime globale, les marines et les forces maritimes émergentes, ainsi que les principaux théâtres maritimes, l'océan Indien, les mers de Chine, l'océan Pacifique. Vous intervenez régulièrement dans le cadre de conférences internationales maritimes sur les thèmes liés à la maritimisation des relations internationales, à l'évolution des outils navals et sur le rôle de l'Europe dans la gouvernance maritime mondiale. Vous publiez des études, des notes de recherche. En mai dernier, avec Valérie Niquet, un ouvrage « L'Indo-Pacifique, nouveau centre du monde ». Vous coordonnez des numéros spéciaux de revues de haut niveau sur l'Indo-Pacifique. Je me demande bien pourquoi nous n'avions pas prévu, dès la constitution du programme de nos Mardis de la mer, que nous devions vous entendre ce soir. Merci d'être là. Oui, le micro n'a pas démarré. Bon, alors voilà, on va continuer sur ce micro. Alors, merci beaucoup pour cet accueil, pour cette invitation. Et j'espère que le public n'est pas trop déçu. Comme je n'ai vu personne quitter la salle en grommelant, je me dis que finalement, parler de l'Indo-Pacifique et surtout sa dimension maritime reste quelque chose d'intéressant pour les Mardis de la mer. Et en fait, c'est ce que je souhaite faire pour différentes raisons. Parce qu'il me semble, parce que d'abord, oui, j'ai une carrière une carrière un peu marquée par le milieu de la défense, la Marine nationale, vous l'avez signalé, le ministère des Armées. Et donc, c'est vrai que j'aime adopter une vision française, ou en tout cas, j'ai eu l'occasion de beaucoup expliquer face à des collègues asiatiques qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose en politique étrangère française, qui étaient toujours confus sur le thème de la France, ses relations avec l'Union européenne, ses relations avec l'OTAN, par exemple. Et quand, finalement, nous avons conceptualisé l'Indo-Pacifique, à la fois au ministère des Affaires, enfin de l'Europe et des Affaires étrangères et au ministère des Armées, c'est vrai que ça nous a donné une proximité très différente avec justement des partenaires que nous avions l'habitude de fréquenter, avec qui peut-être les problèmes de sécurité n'étaient peut-être pas très, très évidents, sauf
bien sûr une dimension maritime. Et en adoptant cette vision, cette approche, en élaborant une stratégie indo-pacifique, la France a pu, je dirais, rafraîchir un certain nombre de ses partenariats, de ses coopérations. Et évidemment, elle l'a fait avec une dimension évidente, une dimension maritime qui tient à la conception du théâtre dont nous parlons en soi, à sa conception, à sa structuration géographique, puisqu'on parle bien de deux océans, donc avec une structure très, très particulière. Qui dicte un peu le regard des uns et des autres vers la mer. Ce que je déplore un peu, c'est que cette vision de l'Indo-Pacifique, en tout cas la vision dominante qui transparaît à travers certaines déclarations, certaines études, certaines prises de position, est une vision assez négative, assez confrontationnelle. Et il me semble qu'on ne met pas assez l'accent sur la coopération nécessaire. Quand on est sur la mer, on est quand même vulnérable, on est isolé. Donc, on cherche à nouer des partenariats, des coopérations, et pas seulement par le biais des marines. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont des acteurs maritimes très importants dans l'Indo-Pacifique et qui ont une vision, je dirais, beaucoup plus coopérative, beaucoup plus inclusive de l'Indo-Pacifique. Et je voulais un peu, je dirais, mettre l'accent sur cette dimension. Alors, je le fais dans un contexte un peu paradoxal, c'est que je sais que cette semaine se tient le salon Euronaval. C'est un salon, effectivement, un salon naval de défense où on va présenter un certain nombre de nouvelles technologies, de systèmes d'armes, où il va y avoir beaucoup de délégations internationales qui vont venir, avec évidemment des industriels qui vont présenter leurs nouvelles technologies. Il va y avoir des clients potentiels qui vont être là. Dans le souci de proposer ces équipements, eh bien, il va y avoir un accompagnement sur la nature des menaces en mer. Et c'est vrai qu'on a un discours assez particulier, un discours très réaliste d'ailleurs, qui en fait parle du retour du combat naval, parle de plus en plus d'hypothèses où finalement la marine française, les marines de façon générale, les marines occidentales risquent d'être engagées dans un combat de haute intensité en mer. Et ce discours fait écho à un autre discours tout aussi réaliste, que je ne conteste pas, attention, sur le retour de la force dans les relations internationales et un usage décomplexé de la force sont les termes qu'a employé le chef d'état-major de la marine. Et bien sûr, très proche de nous, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'agression russe contre les frontières d'un État souverain. Mais depuis quelque temps, vous aviez, avant malheureusement cet événement, un discours sur la Chine, un discours sur cette agressivité particulière de la Chine, et notamment dans l'espace Indo-Pacifique, avec la mention de tensions qui allaient s'accroissant dans les espaces maritimes, avec un leitmotiv de la part du narratif chinois sur la reconquête de Taïwan, l'unification de la nation chinoise, et donc cette mise en avant d'un recours quasiment inéluctable est considéré comme allant de soi par la marine. Et donc on a une vision de l'Indo-Pacifique qui tourne autour d'un conflit assez inéluctable avec la Chine sur Taïwan. Et ma foi, je ne soulignerai, ou je n'ai ni d'argument pour ni d'argument contre pour confirmer et infirmer. Mais c'est vrai que vous avez des tensions et on a très régulièrement un état des lieux de la mer de Chine du Sud.
il y a cette tension encore avec la Chine et cette fois avec le Japon sur les îlots Senkaku. Et c'est vrai qu'on ne peut que remarquer un rythme de modernisation assez marqué, modernisation navale, avec un goût très net sur l'acquisition de plateformes de prestige, de plateformes assez déterminantes dans le cadre d'un conflit naval, les sous-marins et puis les porte-avions. Et donc c'est une dimension que, évidemment, je ne suis pas là pour nier. Mais il y a aussi des espaces de coopération qui sont absolument nécessaires, ne serait-ce que pour se coordonner face à ces menaces et à tout un ensemble d'autres menaces qui sont le fond du tableau stratégique de l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire la piraterie, le terrorisme maritime. Il y a des thématiques liées à la nécessité de se coordonner pour protéger la biodiversité, la lutte contre la pêche illégale, l'impact du niveau de la mer. Enfin, vous avez tout un ensemble de thématiques où il apparaît plus que jamais nécessaire d'avoir un discours construit et coopératif. Et ça, c'est une dimension maritime de l'Indo-Pacifique qui est, me semble-t-il, tout aussi importante. Et on peut estimer d'ailleurs que l'approche française met assez nettement l'accent sur cette dimension. Donc une très longue introduction, mais je vais revenir au cœur du sujet et vous proposer en fait le développement de 3 points. Bien sûr, définir ce concept d'Indo-Pacifique parce que chacun a sa vision, sa stratégie. Son ambition indo-pacifique. Et donc, on a affaire généralement à une grande diversité d'approches, de discours sur l'Indo-Pacifique. Et donc, c'est un concept qui est très plastique, mais donc, par définition, ambigu. Si autant de pays s'en saisissent et peuvent développer, je dirais, une perception aussi différente. Bien sûr, je dirais un mot plus précis sur la dimension maritime des lignes de fracture géopolitique de l'Indo-Pacifique. Elles existent bel et bien. Et puis, j'essaierai de revenir, et si je n'ai pas assez de temps, les échanges questions-réponses nous permettront d'affiner davantage la position française qui me semble très intéressante. Alors, l'Indo-Pacifique, une nouvelle conception, une nouvelle géopolitique des mers. Oui, alors je vous ai mis, moi j'aime beaucoup les cartes, et quand on parle de l'Indo-Pacifique, il paraît quand même assez logique d'avoir des supports cartographiques. Donc quelques idées pour en fait donner corps à ce choix délibéré que j'ai souhaité en m'arrêtant sur cette dimension maritime de l'Indo-Pacifique. Alors, j'ai déjà mentionné cette construction qui est cette représentation géographique bi-océanique. On a effectivement 2 océans. Et c'est très clairement le reflet d'une maritimisation du monde, j'ai toujours du mal à le dire, une maritimisation du transport maritime qui est évidemment tirée par le volume des échanges et la prospérité et le développement économique donc de l'Asie. Vous avez dans cet Indo-Pacifique des puissances qui expliquent ou qui se sont appropriées ce concept et qui sont des puissances maritimes et sont des puissances maritimes de premier rang. L'Indo-Pacifique, eh bien, ce sont les États-Unis, c'est le Japon, c'est l'Australie, c'est l'Inde. Donc des puissances maritimes de premier rang à une échelle qui n'est pas du tout régionale mais mondiale. Et le discours indo-pacifique, évidemment, il a une résonance profondément maritime parce qu'il y a un concept, un discours qui se construit autour de la liberté des mers, de la liberté de navigation, sur la nécessité de défendre les normes, le droit international en mer, et ça me semble assez caractéristique. Et comme je l'ai dit, cette géopolitique des mers, effectivement, elle ne peut pas négliger toutes les tensions. Les tensions qui se jouent sur mer autour de la définition ou de revendications très divergentes de frontières maritimes.
mais aussi l'émergence ou la coexistence avec des menaces de sécurité dites non traditionnelles. Et donc j'ai déjà mentionné la piraterie, mais je mentionnerai également l'importance de l'économie bleue pour tous les pays littoraux de l'Indo-Pacifique, qui ne sont pas tous des puissances économiques de premier rang, qui ont besoin de développer tout un ensemble de ressources économiques liées à la mer. C'est le cas des pays est-africains du littoral océan Indien, de l'Indo-Pacifique. C'est le cas de la multitude des îles que l'on trouve dans l'Indo-Pacifique, qui ont de vastes zones économiques exclusives, donc de vastes domaines maritimes à défendre, et qui sont autant de sources de richesse, mais aussi évidemment d'espaces à protéger contre des activités criminelles, la surpêche et autres trafics en mer. Donc c'est une zone qui effectivement attire l'attention. C'est une zone très bleue où la mer effectivement est une source peut-être de confrontation, mais aussi de richesse et de coopération. Pardon. Et alors, c'est une zone, alors voilà une autre carte à laquelle sans doute vous vous attendiez. Alors, c'est la carte très, très classique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui en fait nous offre une vision de l'océan Indien et donc du Pacifique, avec effectivement cette géographie extrêmement particulière de l'Indo-Pacifique, autour de ces deux océans. Et donc, c'est la vision en fait la plus large de l'Indo-Pacifique, qui est la vision française, vous le savez sans doute, et qui s'étend des côtes de l'Afrique de l'Est, tout en allant vers les côtes d'Amérique latine. Évidemment, je n'oublie pas les États-Unis, et je n'oublie pas non plus le Canada, qui a très récemment élaborer une stratégie indo-pacifique, ne voulant pas, si vous voulez, se singulariser et voulant mettre en avant, effectivement, sa façade pacifique. Donc vous avez une zone qui est extraordinairement large, mais vous avez des visions qui peuvent être très, je dirais, plus ramassées de l'Indo-Pacifique, selon les pays qui s'en réclament. Je pense que l'Australie, qui paraît être à l'articulation de l'Indo-Pacifique, a une vision qui est certainement, qui se veut moins étendue, qui jusqu'à présent était très concentrée sur l'Asie du Sud-Est et bien entendu ses approches océaniennes, mais qui manifeste de plus en plus d'intérêt pour l'océan Indien, et qui tend de plus en plus à s'insérer dans un certain nombre d'activités liées à la défense de l'économie bleue dans l'océan Indien, à des discussions au sein de la commission de l'océan Indien, et des discussions liées, je dirais, à une meilleure gouvernance maritime et à la protection des pêches. Donc progressivement, finalement, même si vous avez des puissances comme l'Australie qui ont pu déclarer et mettre en avant dès les années 2013 le concept d'Indo-Pacifique, les géographies ne sont pas fixées et selon l'évolution de l'agenda stratégique des uns et des autres, eh bien, en fait, les frontières ont tendance à glisser, à s'élargir un petit peu plus vers l'Afrique ou à se resserrer ou au contraire à se concentrer, c'est quand même le cas des États-Unis, beaucoup sur l'Asie du Sud-Est. Je ne me rappelle plus quel... Pardon. Et je voulais insister avec cette carte, encore un retour à une carte du XVe siècle, comme la première carte que je vous ai montrée en introduction. Vous avez, en fait, avec l'Indo-Pacifique, un échange, un espace d'échange qui est extrêmement ancien. Et les routes maritimes qui sont au cœur des préoccupations des puissances de l'Indo-Pacifique, cette route maritime qui passe par le canal de Suez, qui peut longer la façade est de l'Afrique ou qui va traverser l'océan Indien pour aller en direction de l'Asie du Sud-Est, passer Malacca et aller vers la Chine, eh bien cette route maritime, elle est évidemment très ancienne. Et cet espace indo-pacifique qu'on a tendance à représenter comme étant un centre d'échange
marchand extrêmement actif. Il n'est pas de la révolution du porte-conteneurs, même si effectivement ça a intensifié le volume des échanges marchands. Vous avez effectivement déjà ces grandes voies maritimes qui relient tout un ensemble de communautés, et vous avez un commerce qui est déjà très actif entre les pays musulmans, entre le Golfe Persique, l'Inde et jusque à l'ensemble des sultanats du monde malais. Et vous avez, et vous le savez, donc ce commerce lié aux épices, aux porcelaines, au riz et autres. Donc cet Indo-Pacifique qu'on nous représente actuellement en insistant sur l'importance des grandes voies de communication maritime, sur l'importance des détroits, effectivement, c'est une perception et une lecture que pouvaient avoir, à des degrés divers, les principaux marchands qui, les premiers, ont sillonné, et bien avant le XVe siècle, mais j'ai pris cette carte qui me paraissait assez représentative. Une carte plus actuelle où vous revoyez avec le liseré bleu les nouvelles routes, les grandes voies de communication maritime, avec toujours cette carte assez immuable de la représentation classique de l'Indo-Pacifique, avec ces visions sur lesquelles je vais revenir, d'un Indo-Pacifique qui peut être extrêmement différent d'un pays à l'autre. J'ai parlé de l'Indo-Pacifique, représentation du monde, et agenda stratégique, et donc vision différente d'un pays à un autre. Alors, vous avez effectivement, avec la France peut-être et avec l'Inde, la vision peut-être la plus large de l'Indo-Pacifique, donc, je le répète, des côtes africaines aux côtes américaines. Mais les États-Unis ont une vision qui est beaucoup plus centrée sur la partie, je dirais, indienne de l'Indo-Pacifique. Donc, vous avez une frontière invisible qui est celle du commandement Indo-Pacifique américain, jusqu'évidemment aux frontières aux bordures nord-américaines. Vous avez, avec l'Australie, je l'ai déjà dit sans doute, un Indo-Pacifique qui est beaucoup plus centré sur l'Asie du Sud-Est et puis les marges océaniennes. Vous avez, avec l'Inde, un Indo-Pacifique beaucoup plus vaste, même si l'Inde tend à asseoir son influence plutôt, par définition, dans l'océan Indien, et à chercher à étendre son influence en direction de l'Asie du Sud. Vous avez, avec le Japon, je pense avoir déjà dit, une vision extrêmement vaste de l'Indo-Pacifique, avec le souci effectivement de repousser peut-être des frontières maritimes qui paraissent confiner le Japon dans un environnement qui est plutôt lié au Pacifique occidental, c'est-à-dire que vous voyez bien l'Asie du Nord, une partie de l'Asie du Sud-Est, mais le Japon a bien compris l'importance de l'océan Indien, et surtout le Japon a eu ce coup de génie en regardant une carte. Le Japon a ajouté la partie Indo, et c'est bien le Premier ministre japonais dans les années 2006 qui s'est inquiété d'une vision de l'Asie très élargie, afin de faire en sorte de rééquilibrer non seulement les échanges, les flux, mais les préoccupations stratégiques des principales puissances régionales vers l'océan Indien. Et surtout, le Japon est allé quelque part solliciter l'Inde et est allé présenter une vision très élargie de l'Asie, où l'Inde avait une place de choix, et l'a fait avaliser par le Premier ministre de l'époque, d'ailleurs qui est toujours en place, le Premier ministre Modi. Et c'est vrai que en essayant d'attraper l'Inde à cette reconstitution de l'Asie, le Japon a donné, ou du moins a arrêté la cartographie, je dirais, la plus répandue de l'Indo-Pacifique,
et a réalisé un coup de maître parce que, en fait, il s'agissait de contrebalancer une influence de la Chine que le Japon commençait à trouver assez dommageable à ses propres intérêts. C'est vrai que le Japon a un voisinage quand même assez turbulent, que l'on pense à la Corée du Nord, à la Chine ou à la Russie. Et donc, c'est une île qui est très dépendante de ses approvisionnements, donc très dépendante de l'accès aux grandes voies maritimes, à la sécurisation des détroits. Et il paraissait important au Japon de s'assurer d'une coopération avec l'Inde et de faire en sorte que l'Inde agrège une vision émergente, une vision indo-pacifique que l'Australie avait déjà commencé à mettre en avant, et que les États-Unis de Donald Trump n'allaient pas tarder à accepter, à entériner, sachant qu'on le sait, les États-Unis ont toujours eu cette déclaration de principe et ont toujours mis en avant leur forte identité pacifique. Eh bien, on est passé d'un Pacifique en fait très américain qui restait sur une cartographie arrêtée d'après la Seconde Guerre mondiale, à cette vision d'une Asie élargie, où il a paru important d'intégrer l'Inde, qui est en fait la puissance émergente, et qui est une puissance émergente, y compris en termes de potentialité maritime, que le Japon avait donc à cœur de recruter, si j'ose dire, de façon à avoir un bloc de puissance maritime, Inde, Japon, Australie, États-Unis, qui se retrouvent donc autour du thème de l'Indo-Pacifique, et qui se retrouvent autour d'un thème Indo-Pacifique très axé sur effectivement le droit de la mer, sur la prospérité, sur l'ouverture. Et donc vous avez ce slogan que l'on connaît tous désormais, mais que le Japon a été le premier à élaborer, qui est l'Indo-Pacifique libre et ouvert, Free and Open Indo-Pacific, FOIP, et c'est devenu en quelque sorte le motto de ces quatre puissances maritimes. Et donc vous voyez que finalement, avec des visions peut-être et des positionnements géographiques, vous avez la définition d'un agenda stratégique, c'est-à-dire que l'Indo-Pacifique, c'est plus qu'une vision géographique, c'est un concept géopolitique, et c'est aussi une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle évolution de politique étrangère. Vous avez avec l'Indo-Pacifique une thématique qui est reprise par les principales chancelleries de ces quatre puissances originaires de l'Indo-Pacifique, qu'ils reprennent sans arrêt. Les États-Unis, donc à partir de 2017, et c'est donc Donald Trump qui va se laisser séduire par son partenaire japonais, et qui trouve intérêt aussi à se rapprocher de l'Inde. On sait que les États-Unis ont toujours essayé d'établir un partenariat avec cette grande puissance qu'est l'Inde, mais une grande puissance qui est très jalouse de son autonomie, qui se méfie un peu de tout alignement potentiel, et qui se tient prudemment, je dirais, à l'égard de certains courants qui pourraient donner l'impression que l'Inde s'aligne sur un club plutôt qu'un autre, et donc pratique une politique étrangère très riche de multi-alignement. Et on s'y perd un peu, puisque l'Inde fait partie donc du dialogue quadrilatéral de sécurité, donc le fameux Quad, où se retrouvent donc ces quatre puissances dont je viens de parler, les États-Unis, le Japon et l'Australie. L'Inde est très active au sein des BRICS, au sein du Grand Sud, où finalement on peut considérer que les puissances occidentales ne sont pas les bienvenues. L'Inde conserve des relations très proches avec la Russie, qui est quand même son principal fournisseur d'armement. L'Inde est un partenaire absolument privilégié aussi pour la France. Donc l'Inde, effectivement, trouve que c'est une grande puissance, qu'elle a le temps devant elle, et elle se laisse courtiser, et elle prend soin de choisir ses options d'une façon très fluide et selon un agenda qui lui est propre. Donc cette émergence de l'Inde, qui est souhaitée par le Japon, par les États-Unis, pour contrebalancer
la puissance inéluctable de la Chine, elle se fait au rythme de l'Inde et selon un agenda qui lui est propre. Et donc, c'est dire que l'Inde, finalement, au sein de l'Indo-Pacifique, que la partie Indo, elle peut se révéler quelque peu fragile. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a des choix de mini-clubs qui se sont organisés au sein de ces 4 puissances. Et je fais évidemment allusion à l'AUKUS, à ce nouveau pacte de sécurité d'un genre un peu nouveau qui a été passé entre les États-Unis, vous le savez, le Royaume-Uni et l'Australie, qui effectivement a pour fondement, a pour pilier principal la construction de sous-marins à propulsion nucléaire. On a assez bien suivi l'affaire en France et pour les raisons que vous n'ignorez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que symboliquement, ce pacte d'un nouveau genre reflète un peu cette politique de club qui est à l'origine de l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que chacun se saisit d'un concept et y met ce qu'il veut. C'est une nouvelle ligne de politique étrangère. Donc, quand on parle de politique étrangère, on veut collaborer, nouer des partenariats, mais c'est aussi une nouvelle stratégie de défense. Et donc, pour les États-Unis, il y a une stratégie du département d'État, une stratégie de politique étrangère qui se veut peut-être plus coopérative, mais vous avez aussi des grandes lignes d'une politique de défense qui est très, très particulière, qui est très, très anti-chinoise. Et donc, vous avez une stratégie qui impose de penser au rapport de force, et c'est tout à fait l'objectif de l'AUKUS, qui veut essayer de maintenir l'avancée technologique pour commencer un ordre de bataille qui soit équilibré d'un côté comme de l'autre de l'Indo-Pacifique, que ce soit en océan Indien, mais bien sûr, on l'aura compris, plutôt dans le versant Pacifique occidental, qui est quand même la zone de déploiement et la zone de souveraineté, je vous le mets entre guillemets bien sûr, des États-Unis avec les principales bases militaires américaines et le commandement de l'US Indo-Pacifique, dont vous le savez, à Hawaï. Il y a quand même ce souci de maintenir un rapport de force efficace, de conserver l'avantage technologique. Et donc, vous avez un pilier qui est dédié à une coopération dans les domaines des nouvelles technologies, dans le cyber, dans les missiles hypersoniques, dans l'intelligence artificielle, qui permet donc de s'ouvrir à d'autres partenaires, autres que ce club très fermé des sous-mariniers anglo-saxons. Et vous avez donc le souci de bénéficier de la valeur ajoutée d'un certain nombre de partenaires qui ont des capacités en matière de technologie émergente. Donc toujours le Japon, qui a trouvé le moyen de se raccrocher à l'AUKUS, qui ne voulait pas être finalement le membre du Quad laissé de côté. Vous avez un nouvel intérêt en direction de la Corée du Sud, qui est aussi un partenaire en matière de maîtrise de technologies émergentes extrêmement intéressant. Et vous avez le Canada qui lui aussi a voulu rejoindre cet AUKUS technologique. Donc vous voyez un repositionnement très, très intéressant des puissances indo-pacifiques avec, s'il est nécessaire, finalement la création de petits clubs qui ont peut-être vocation, au fur et à mesure que finalement la perception de la menace chinoise est en train de grandir, que finalement les tensions se durcissent en mer de Chine du Sud et que les États-Unis sentent que peut-être le rapport de force devient plus difficile à maintenir avec la Chine et ont besoin effectivement de coopérer avec des partenaires fiables, des partenaires qu'ils estiment plus sûrs peut-être ou plus proches de leur identité stratégique et avec lesquels donc ils peuvent monter des coopérations très spécifiques. Et c'est vrai que ce programme de sous-marins, on en suit les hauts et les bas, et il y a plus de bas que de hauts pour l'instant, puisque finalement le programme a pris du retard. Et aux dernières nouvelles, il semblerait que les Australiens vont de façon très déraisonnable devoir repousser
la limite d'usage de leurs vieux Collins, puisque finalement les fameux sous-marins AUKUS, donc qui seraient construits sur le modèle des Virginia américains, eh bien, ne verrait le jour qu'en 2040. Et on ne sait pas finalement où sera l'équilibre des forces dans ces quelques années et quelle sera l'avancée des tensions dont je vous ai parlé, quelle sera la situation, comment aura-t-elle évolué en mer de Chine du Sud et surtout comment est-ce qu'elle aura évolué dans le détroit de Taïwan, qui est quand même un endroit extrêmement sensible et qui est en fait extrêmement sensible. Pourquoi ? Parce qu'il est au cœur d'un certain nombre d'activités très agressives de la Chine, avec des scénarios d'entraînement au besoin, avec des exercices de simulation de tir de missiles, avec des exercices de simulation de débarquement amphibie, avec sans arrêt des incursions dans l'espace aérien de Taïwan. On peut suivre au jour le jour. Il y a une abondance finalement de références dans nos journaux sur cette menace chinoise qui s'enhardit de plus en plus face à une île qui effectivement a peut-être un accord de sécurité avec les États-Unis, le Taiwan Relation Act, qui impose aux États-Unis des transferts d'équipements pour essayer de maintenir une certaine asymétrie, ou en tout cas un certain équilibre dans les ordres de bataille de part et d'autre. Mais on a bien compris que l'asymétrie, elle était désormais, je dirais, elle jouait largement au détriment de Taïwan. Et donc, on s'interroge sur la nature et l'étendue de la garantie de sécurité que peuvent consentir les États-Unis. Et on s'interroge sur un certain nombre de scénarios dont on imagine effectivement qu'ils sont dans les tiroirs de ces grandes puissances de l'Indo-Pacifique, parce que finalement l'Australie, le Japon observent cette situation dans le détroit de Taïwan avec une relative inquiétude, s'entraînent de plus en plus dans l'hypothèse effectivement d'un conflit, prennent des dispositions en matière d'accès des forces des uns et des autres aux bases et aux territoires et aux facilités militaires de leurs partenaires. Donc on sent vraiment un rapprochement, un souci d'aller au plus loin d'une coopération de nature opérationnelle et logistique possible dans l'hypothèse effectivement d'un scénario de crise. Alors ça n'a rien d'étonnant, vous me direz, puisque au fond les marines sont là pour s'entraîner en cas à tout et être prêtes à tout scénario possible. Bon, il n'en demeure pas moins que on a un adversaire, ou en tout cas un adversaire potentiel qui est très agressif à la fois dans le positionnement de tout un ensemble d'outils maritimes qui sont effectivement très très important, très significatif, et où il n'y a pas beaucoup de limites entre la marine, entre les gardes-côtes, entre les flottes de pêche et entre ce que l'on définit comme les milices maritimes. Et donc vous avez tout un ensemble d'outils qui est à la disposition de la Chine et qu'elle peut utiliser indifféremment dans ses conflits, dans ses revendications territoriales, dans les Spratlets par exemple, face aux Philippines, ou alors plus récemment face au Vietnam, puisque finalement le Vietnam n'est pas non plus épargné par l'agressivité des gardes-côtes chinois. Et vous pouvez indifféremment utiliser face au Japon votre marine de guerre ou votre flotte de garde-côtes pour tester, en fin de compte, les réactions de votre adversaire. Alors, vous enverrez peut-être une flottille de pêche qui va, pour un temps,
se livrer à des activités apparentes de pêche en bordure des eaux territoriales. Vous allez faire une incursion. Vous allez tester la réactivité des gardes-côtes japonais. Et donc, vous avez sans cesse ces petits scénarios avec des limites d'escarmouches, des lances à eau peut-être qui sont sortis, peut-être des façons d'escorter plus ou moins agressives. Et donc, vous avez un petit jeu que chacun observe en se demandant qui va franchir une ligne rouge qui va éventuellement amener, je dirais, à peut-être le début de quelque chose de plus sérieux. Dans cet Indo-Pacifique, vous avez des partenaires dont je n'ai pas parlé et qui sont des partenaires intéressants, qui observent le jeu des grandes puissances et qui, à des titres très divers, ont été séduits par ce concept d'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que depuis en fait, l'irruption de ce concept dans les relations internationales, dès qu'en 2006, le Premier ministre, donc Shinzo Abe, a commencé à le populariser, sachant qu'il a été repris abondamment par l'Australie dans le livre blanc australien de 2013, effectivement, la France réfléchissait de son côté à caractériser ou à conceptualiser sa vision de l'Asie et à mettre en avant une forme de légitimité très particulière qui est son statut de puissance résidente dans les deux océans, qui forment cet espace Indo-Pacifique, avec non seulement des territoires, mais une population et effectivement des intérêts très spécifiques à y défendre. Mais vous avez d'autres pays qui se sont sentis obligés de rejoindre le club des puissances Indo-Pacifiques pour ne pas se sentir marginalisés. Et donc, c'est le cas assez curieux de l'Asie du Sud-Est et donc de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, tout simplement parce qu'il y a, je dirais, une position de principe dans toutes ces stratégies Indo-Pacifiques, japonaises, australiennes, américaines et françaises, c'est la reconnaissance de l'ASEAN et du pôle d'équilibre qu'a l'ASEAN, ne serait-ce que géographique, puisque comme on voit sur la carte, finalement, cet ASEAN, c'est le point de passage qui autorise une certaine fluidité d'un océan à un autre. C'est une porte d'entrée. Il y a effectivement le détroit de Malacca. Et donc, vous avez les 10 pays de l'ASEAN, bientôt peut-être 11 avec Timor-Leste, qui sont effectivement avec la mer de Chine du Sud, avec ces voies de passage qui sont l'objet de beaucoup de convoitises, à la fois du côté des puissances indo-pacifiques et, vous le savez, de la Chine. Et l'ASEAN, devant, je dirais, cette référence constante à cette notion de centralité stratégique, s'est senti obligé, pour ne pas finalement subir un discours sans réaction, et pour ne pas se sentir dépossédée finalement de ce qu'elle avait contribué à mettre en place depuis les années 60 avec tout ce processus d'intégration régionale, économique, commerciale, diplomatique et militaire, avec tout un ensemble de dialogues qu'elle a réussi à mettre en place et auxquels se sont agrégées les puissances régionales et même extra-régionales. Prenons par exemple le dialogue, l'ARF, l'ASEAN Regional Forum, qui est un dialogue sur la sécurité qui réunit annuellement toutes les puissances de l'Indo-Pacifique au titre soit de membres, soit d'observateurs, et vous avez même la Corée du Nord qui en fait partie à titre d'observateur. Vous avez évidemment vous avez l'Union européenne qui a souhaité en faire partie à titre d'observateur, me semble-t-il. Donc vous avez un attrait manifeste pour tous ces dialogues qu'a mis en place l'ASEAN, et on ne pouvait pas, dans les stratégies indo-pacifiques, avoir l'air de créer une nouvelle architecture et de négliger celle de l'ASEAN. Et donc l'ASEAN s'est senti obligée, sous l'impulsion de l'Indonésie, qui avait bien compris le danger finalement de n'être qu'un point de passage ou qu'une référence théorique dans tout un ensemble de documents stratégiques, eh bien, l'ASEAN a élaboré un outlook d'une dizaine de pages, donc une référence effectivement à un Indo-Pacifique prospère,
coopératif où l'importance donc des enjeux maritimes est bien mentionnée, avec une référence au respect du droit de la mer. Et surtout un accent très très particulier et bien sur le dialogue et le non-recours à la force dans les relations entre États. Donc vous avez une organisation régionale tout à fait intéressante qui veut rester et garder le rôle d'architecte premier d'une vision de l'Asie qui s'est organisée donc depuis les années 80, c'est vrai, autour de l'ASEAN. Et vous avez une autre organisation régionale qui, cette fois, a été convaincue par la France, c'est l'Union européenne, qui, elle aussi, en 2021, a choisi d'élaborer une stratégie indo-pacifique et qui porte un titre assez révélateur de son positionnement. C'est une stratégie pour la coopération en Indo-Pacifique. Et donc, c'est intéressant de voir que, bien sûr, la France a largement été l'inspiratrice de cette prise de position de l'Union européenne, mais vous avez derrière des puissances comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne aussi, qui a très récemment nommé un envoyé indo-pacifique. Vous avez, à un titre très différent, la Lituanie, qui a élaboré une stratégie indo-pacifique. Donc vous avez, à travers finalement cette volonté de rejoindre ou d'adopter cette phraséologie indo-pacifique, un certain nombre de soucis ou une perception de l'importance effectivement de la stabilité de cette zone, de ce qu'elle représente pour la stabilité, l'économie de l'Union européenne, mais aussi un regard sur l'importance de la stabilité stratégique, donc de la sécurité de l'Union européenne. Et vous avez un discours très très nouveau, et je vais peut-être terminer par là, je vois qu'il est 19h. Je voudrais terminer en insistant sur cette émergence d'un discours sur l'interdépendance entre la sécurité en Europe et la sécurité en Indo-Pacifique. Et c'est vrai que on s'est installé bon gré mal gré. Je pense qu'en 2020, tout le monde avait plus ou moins sa stratégie Indo-Pacifique et c'était devenu un concept, je dirais, assez courant dans les relations internationales. Et donc, il y avait quelques questions sur pourquoi appeler l'Asie l'Indo-Pacifique. Est-ce que cela veut dire qu'on veut une Asie sans la Chine ? Il y avait toujours beaucoup de questions sur cette terminologie et sur le pourquoi de cette dénomination géographique. Pourquoi mettre en avant l'Inde si ce n'est effectivement pas pour effacer la Chine ou pour essayer de contrebalancer la puissance de la Chine. Et sur l'aspect sécuritaire, eh bien, vous avez eu de plus en plus de pays asiatiques qui se sont intéressés à l'Union européenne, aux enjeux de sécurité, et qui ont observé avec une certaine inquiétude ce qui se passait en Ukraine et le coup de force russe, avec cette métaphore. Et là encore, c'est le Japon et le Premier ministre donc, de l'époque. Le Premier ministre, donc, c'était Ishiba. Non, ce n'était pas encore Ishiba, excusez-moi. J'ai oublié Koizumi. Non, ça n'était pas lui. Veuillez m'excuser, j'ai oublié le Premier ministre de l'époque, ça va me revenir, vous l'avez peut-être en tête, vous me corrigerez, a donc eu un discours très, très alarmiste en disant mais ce que nous voyons et ce qui est à l'œuvre, ce recours à la force en Europe, eh bien, peut très bien se produire en Asie. Et donc, pour lui, il y avait un équilibre stratégique à rechercher et en tout cas à essayer de maintenir. Et le Japon a été l'un des premiers pays asiatiques, suivi ensuite par la Corée du Sud, à dispenser une aide de nature d'abord humanitaire, puis une aide de nature peut-être un petit peu plus mixte, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une aide de nature médicale, mais aussi des casques lourds, des lunettes à vision infrarouge, un certain nombre de protections. La Corée du Sud, elle, en fait, vend des chars à la Pologne, de façon à ce que la Pologne puisse transférer des chars
prends l'exemple des chars, mais il y a d'autres équipements, puissent transférer des chars sans être vulnérables vers l'Ukraine. Et donc, vous avez tout un soutien de plus en plus actif, de plus en plus visible des pays asiatiques vers l'Ukraine, avec l'espoir que si une crise, parce que le message subliminal derrière, on le comprend, c'est que si une crise se passe en Asie, et la crise, en fin de compte, le scénario le plus probable, selon eux, c'est Taïwan, et en tout cas, c'est une agression chinoise, et bien que les puissances occidentales puissent aider, puissent soutenir d'une façon ou d'une autre, et venir à la rescousse donc des pays asiatiques dans un format qui n'est peut-être pas un format d'alliance. Donc je sais que le terme d'OTAN asiatique a beaucoup fait tiquer, on comprend bien. Mais on voit de plus en plus dans les discours, dans le souci qu'ont ces partenaires de l'OTAN à assister justement aux grandes réunions du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dans l'idée qu'a lancé le Japon d'ouvrir un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo, ce souci de ne pas être seul, de mettre en œuvre un certain nombre de partenariats et au moins d'avoir des échanges et un dialogue de sécurité, avec désormais un point très très particulier qui symbolise très fortement, je dirais, cette intrusion de l'Asie dans la sécurité de l'Union européenne. C'est, vous le savez, l'envoi des 10 à 12 000 soldats nord-coréens sur le sol russe, avec cet emploi potentiel aux côtés donc des troupes russes contre l'Ukraine. Et là, finalement, on n'imaginait peut-être pas ce scénario pouvoir se dérouler, mais en tout cas, il y a une inquiétude très nette et très compréhensible, à la fois en Europe et en Asie, devant ce rapprochement entre la Russie et ce par quoi il se traduit, ce rapprochement entre Pyongyang et la Russie, donc deux régimes pas très recommandables, et un rapprochement qui n'est pas une alliance militaire telle que nous la comprenons, mais qui comprend, je dirais, certains avantages, et pourquoi pas le transfert de technologies sensibles de la Russie vers Pyongyang, parce qu'on imagine que Pyongyang a négocié quelque chose. Bien sûr, on pense à une aide humanitaire et une aide peut-être de nature alimentaire, mais on sait très bien que le régime de Pyongyang n'est pas un régime qui considère le bien-être de sa population comme une de ses priorités. Donc on pense plutôt à un transfert de technologies sensibles qui permettrait donc à Pyongyang d'avancer dans ses programmes balistiques, dans ses programmes nucléaires et dans son programme spatial. Donc on en est là finalement de cette extension de l'Indo-Pacifique et donc de cette nature, je dirais, de plus en plus étroite entre les enjeux de sécurité sur ce théâtre qu'on imaginait très très lointain, mais qui nous paraissait quand même très important au regard du transport maritime, au regard des grandes voies de communication qu'il y a à protéger. Et on s'y était déjà fortement intéressé, souvenez-vous, au moment de la piraterie au large de la mer Rouge, et on continue de s'y intéresser parce que désormais il y a la menace Houthi, mais il y a, avec la présence donc de ces soldats nord-coréens, la concrétisation, en tout cas la matérialité assez forte d'une interrelation stratégique entre cet Indo-Pacifique et les problématiques de sécurité plus strictement européennes. Voilà, je crois que je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la salle parler. Je crois que j'ai parlé pendant longtemps, sans respecter mon plan d'ailleurs, comme je vous l'avais dit. Donc c'est... Un très grand merci pour ce magnifique panorama de tous ces sujets indo-pacifiques. Il y a 2 micros qui vont circuler. Il y a deux volontaires quasiment désignés qui ont... Allez, une deuxième volontaire désignée, là.
Voilà, des questions courtes, s'il vous plaît, et vous dites qui vous êtes avant de poser votre question. Il y a une première question ici. Et je vous rends le micro. Oui, merci. Bonjour madame, merci pour votre intervention. Donc, je me présente, je suis Guillaume Muret, je suis élève à l'Institut catholique en deuxième année de licence en licence Histoire et Sciences politiques. J'aurais une question à propos du rôle de deux puissances que vous n'avez pas évoquées, qui sont pourtant membres en partie de l'Indo-Pacifique, que serait la Turquie et l'Iran. Quel serait pour vous le rôle de ces deux puissances dans cette région? Je vous remercie. Est-ce qu'on prend d'autres questions? Ou par une, oui, très bien. Alors, je ne qualifierais pas, la Turquie et l'Iran comme des puissances indo-pacifiques. Ouais, merci. Oui, alors, donc je répète, je ne qualifierais pas la Turquie et l'Iran comme des puissances indo-pacifiques. Il faut bien voir que l'Indo-Pacifique, bien sûr, j'ai parlé des puissances qui étaient à l'origine, qui adhéraient et qui trouvaient un avantage à adopter ce concept, mais l'Indo-Pacifique fait évidemment débat. Puisque on le pense comme une dernière ou un superfuge d'un certain nombre de puissances traditionnelles ou de grandes puissances pour imposer leur vision et un certain rapport de force et instaurer cette rivalité ou cette compétition entre la Chine et les États-Unis avec quelque part le dessin de blocs. Ou du moins un Indo-Pacifique suppose dans l'esprit de beaucoup de pays un alignement sur la vision stratégique américaine et donc une certaine politique et une certaine vision très, très négative vis-à-vis de la Chine. Et donc vous avez un certain nombre de pays qui ne partagent pas cette vision. Et je pense que l'Iran, que je trouve à la marge de l'Indo-Pacifique, ainsi que la Turquie, ont un rôle évidemment extrêmement important dans une partie géographique extrême de l'Indo-Pacifique, qui intéresse évidemment la France, qui intéresse l'Inde, puisque la marine indienne est très engagée actuellement pour la protection des grandes voies de commerce maritime, en tout cas de la route qui part du canal de Suez et qui va vers le golfe Persique, où vous savez que c'est devenu très, très dangereux pour la shipping industrie, pour les bâtiments de commerce. Et donc, vous le savez aussi, l'Union européenne a monté une opération de protection donc, des bâtiments marchands. Les États-Unis ont également une opération. Et vous avez certaines puissances comme l'Inde qui agissent sous leur propre pavillon. Et donc on voit bien les lignes de fracture, on voit bien le rôle ou l'influence de l'Iran dans ce conflit très, très spécifique. Et c'est vrai que la Turquie reste une puissance et est une puissance extrêmement importante pour tous ces pays littoraux autour de la mer Rouge. C'est vrai que dans la constitution d'une vision indo-pacifique, la piraterie et la lutte contre la piraterie a été et reste extrêmement importante. Et la Turquie a participé, comme un certain nombre de pays, à la recherche d'une stabilité de la Somalie, tout en étant très intéressé par l'acquisition de facilités portuaires dans la région. Et je pense que ça reste un élément de la politique d'influence de la Turquie dans la région. Mais j'aurais tendance à considérer qu'on est quand même dans une partie très extrême de la carte de l'Indo-Pacifique, même si, je l'ai dit, les agendas sécuritaires ont tendance à s'emboîter les uns et les autres et à se répondre, et que effectivement vous avez l'Australie qui finalement est au cœur du Pacifique occidental, qui se trouve aussi impliquée dans l'opération américaine, qui envoie des bâtiments en mer Rouge. Et qui s'inquiète effectivement du niveau de conflictualité et de l'ampleur de la menace Houthi
contre laquelle inévitablement il y a l'Iran. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur ces deux puissances, encore une fois, que je trouve très à la marge. Merci. Il y a une question là. Bonsoir madame, je m'appelle Arthus Debussy, je suis en première année de licence en Histoire Sciences Politiques à l'Institut catholique de Paris. Ma question est la suivante. Demain, nous connaîtrons sans doute le prochain président des États-Unis d'Amérique et potentiellement une réélection de Donald Trump. Est-ce que cela peut bouleverser la région, notamment vis-à-vis de la Chine avec Taïwan? Merci. En fait, c'est une question très facile. C'est une question très facile parce que l'administration Biden, quand elle est arrivée aux affaires, elle a emboîté le pas à ce qu'avait fait l'administration Trump. Et elle a même, je dirais, poussé beaucoup plus loin dans la relation commerciale avec la Chine, en se rapprochant effectivement du Japon et d'un certain nombre d'autres pays pour essayer de mettre en place des barrières commerciales pour se protéger donc du commerce chinois, et même pour essayer de proposer une alternative économique en termes de projets d'infrastructures, de construction d'infrastructures présentées comme des infrastructures de qualité par rapport à ce que propose la route de la soie chinoise et les constructions des compagnies chinoises qui est jugée non conforme aux standards environnementaux et pas de très bonne qualité. Donc vous avez tout un ensemble d'initiatives qui a été porté par l'administration Trump et qui a été poursuivi et même amplifié par l'administration démocrate. Et c'est vrai que Anthony Blinken, dans ses discours, dès qu'il a été nommé, dès qu'il a été secrétaire d'État, a eu des mots très durs contre la Chine, des mots très durs en termes, je dirais, de condamnation normative, parlant d'un pays dictatorial, parlant même des droits de l'homme. Enfin, vous avez tout un discours qui a été par moments extrêmement dur et auquel la Chine a d'ailleurs réagi, elle aussi, d'une façon très, très, très dure. Donc, en fait, soit nous avons l'option d'une administration démocrate qui va se poursuivre avec ce que nous connaissons déjà, c'est quelque chose de rassurant, soit nous avons, là on parle de l'Indo-Pacifique, et de la relation avec la Chine, une administration Trump qui va, d'après les discours qu'a tenu l'intéressé, continuer sur cette ligne anti-chinoise qui peut être extrêmement violente. Et je pense que c'est peut-être pas le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan qui a priori aurait à s'inquiéter, mais peut-être l'Union européenne et nous-mêmes, par rapport, vous le savez bien, à l'Ukraine, mais par rapport aussi aux tarifs douaniers, puisque on peut très bien se retrouver dans une position délicate et vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des États-Unis dans ce domaine, dans le domaine des relations commerciales. Et je suis comme vous, j'attends avec impatience. Bonjour, alors je m'appelle Louis Préota et je suis en première année de licence Histoire Sciences Politiques et je me demandais actuellement en Nouvelle-Calédonie, il y a encore beaucoup de désordre et il y a un risque d'indépendance. Et est-ce que vous pensez que ça serait possible, s'il y a une indépendance de la Nouvelle-Calédonie, de garder quand même les eaux territoriales et la ZEE Alors, indépendance, je ne sais pas si on est à deux doigts de l'indépendance. Il y a un dialogue, il y a des discussions et il y avait de toute façon dans les accords en cours des discussions prévues sur l'évolution statutaire du pays, qui a déjà une forte autonomie en matière de gestion économique. Selon les attributions régaliennes, vous le savez, la défense, la justice, la police, la diplomatie ou une certaine partie restant à la France. Donc en fait, on en est là avec une reconstruction extrêmement coûteuse à envisager et extrêmement longue aussi, et avec un territoire avec un congrès donc
un congrès qui jusqu'à présent avait la possibilité de développer économiquement le territoire, qui n'a pas su gérer la filière du nickel. Et donc, vous avez a priori la principale richesse du territoire avec les principales entreprises liées à l'exploitation du nickel qui sont en quasi-faillite. Donc, je ne vois pas les conditions à court terme d'une indépendance. Je pense que le Premier ministre, le ministre des Outre-mer se sont très vite mobilisés avec un discours d'apaisement, a suspendu cette proposition de loi sur le dégel du corps électoral qui a quand même été à l'origine de ces émeutes, sachant qu'il y avait quand même quelque chose qui couvait depuis le 3e référendum, qui était déjà, lui, très, très discuté. C'est vrai qu'on a aussi vu dans le discours du président Macron sur ces dernières années, sur ces 2 dernières années, un accent très particulier mis sur la Nouvelle-Calédonie et sur le rôle des forces armées, des FANC, dans la sécurité environnementale régionale. Donc il y avait effectivement dans l'ambition française pour la région le souci de faire de la Nouvelle-Calédonie une forme de vitrine de cet Indo-Pacifique français, avec des coopérations beaucoup tournées vers la sécurité de ses proches voisins et l'aide à la gestion donc des zones économiques exclusives du domaine maritime de ses voisins. Les voisins proches, notamment de la Nouvelle-Calédonie, Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont peut-être des forces armées, mais pas une marine suffisante pour pouvoir surveiller, lutter contre la pêche illégale, etc. Donc il y avait ces coopérations qui se mettaient en place, qui avait peut-être été critiquée comme étant une forme de menace de militarisation de la Mélanésie. Bon, on s'attend toujours à ce contre-narratif. Donc, et là, on a une crise néo-calédonienne qui est quand même très mal perçue, enfin, qui inquiète quand même l'environnement. Je dirais que bien sûr, la méthode, le recours à la force, la façon dont la France a essayé de maintenir l'ordre a été jugée, interprétée de façon très, très différente et quelquefois assez négative par les pays mélanésiens qui par construction, sont quand même très proches de la population d'origine kanak. En même temps, ils ne veulent pas d'une Nouvelle-Calédonie instable et qui devient un pôle de sous-développement économique, parce que la prospérité et la stabilité de la Nouvelle-Calédonie et ce qui fait la France est important pour le reste de la région. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui fait que ce scénario de l'autodétermination, il ne me paraît pas se mettre en route de façon rapide et irrévocable. Et c'est vrai que je pense qu'il faut raisonnablement attendre la reprise de ces discussions sur le statut, dès lors que du côté, en face du gouvernement français, il y aura des interlocuteurs qui réussissent à s'entendre, parce que d'après ce que j'en vois, le Congrès calédonien est actuellement très, très fragmenté. Le FLNKS est d'un côté, le PALICA est de l'autre. Donc vous avez tout un ensemble de mouvances qui n'arrivent pas à s'entendre et qui font partie, a priori, de la famille indépendantiste. Donc voilà ce que je peux vous dire. Vous avez une question ? Mettez le micro contre la bouche. Non, je crois qu'il n'a pas appuyé sur le bouton. Oui, ma question portait surtout sur l'entourage de la Chine, en fait. Quand votre carte montrait bien là, que tout le chapelet d'îles autour de la mer de Chine est pratiquement entre les mains, entre guillemets, de puissances ressenties par la Chine comme hostile. Elle a fait ce qu'il fallait, notamment avec le Vietnam, pour ça. Mais en même temps, je me pose la question sur certaines puissances régionales. Je pense notamment à l'Indonésie, qui est quand même l'un des pays les plus peuplés du monde,
Les Philippines aussi sont très peuplées, mais vraiment dans la main américaine, à ma connaissance. Voilà, je voulais savoir un peu ce qu'il en était de ces puissances moyennes locales, si je puis dire. Mais elles sont très importantes, oui. Vous avez raison de le mentionner. Elles essayent chacune, en fonction de leur tradition de politique étrangère propre, de trouver un mode de relation avec la Chine. Ça n'est pas facile. Je sais que l'Indonésie s'en sort plutôt bien. La Malaisie, à côté, fait partie des routes de la soie. Donc a pu bénéficier de certains projets de construction et notamment de voies ferroviaires pour... la Malaisie est un État péninsulaire et je pense que la connectivité est très compliquée. Je pense qu'en fait, en dehors des Philippines et du Vietnam, bien sûr Taïwan, l'ensemble des pays de l'ASEAN essayent de ménager par construction la relation avec la Chine. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais la Chine, elle sera toujours là. Elle a été là avant les États-Unis. Ces pays sont culturellement très proches à la fois de l'Inde et de la Chine. Et si les États-Unis réduisaient leur présence, leur influence, ces pays, et c'est ce qu'ils disent, c'est le discours de Singapour, mais ils auront toujours à traiter avec la Chine. Donc ils essayent de se coordonner entre eux. C'est quelquefois très, très compliqué, puisqu'on le sait, le Laos et le Cambodge ont plutôt tendance à privilégier leur relation avec la Chine et à même quelque part s'aligner sur les positions chinoises, sont aussi très dépendants de l'aide économique de la Chine, on le sait. Et vous avez donc des pays comme l'Indonésie qui essayent de faire en sorte que l'ASEAN ait une politique indépendante, essaye d'élaborer un code de conduite qui permettent de réguler quelque peu ou de faire entrer dans un standard la relation avec la Chine, justement sur les litiges maritimes. Vous savez, c'est très compliqué puisque ça fait des années que l'on négocie ce code, mais la Chine veut y mettre des dispositions qui sont inacceptables, comme par exemple veut précisément empêcher la coopération des pays de l'ASEAN avec, je cite, des puissances extérieures, donc ça veut dire les États-Unis. Donc dans ces conditions, si vous voulez, il est difficile d'avancer. Mais moi, personnellement, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal, puisque en fait, tout le monde leur fait la cour. Tout le monde reconnaît la centralité stratégique de l'ASEAN dans les stratégies indo-pacifiques, même si on trouve que le forum régional de l'ASEAN est un lieu de dialogue qui n'a pas su aboutir à des prises de position suffisamment fortes pour dissuader la Chine. L'ASEAN est toujours là, et chacun, l'Inde, les États-Unis et la Chine courtisent l'ASEAN pour obtenir le meilleur d'accords commerciaux, le meilleur de relations diplomatiques, le meilleur de relations de caractère, je dirais, économique, mais aussi stratégique. Et donc, je ne vois que finalement, effectivement, l'Indonésie et plus récemment, bien sûr, les Philippines, qui sont sur une route de confrontation avec un positionnement beaucoup plus ferme. Mais ça, c'est dû à la nouvelle administration qui est arrivée. Et il y a sans arrêt des évolutions dans la position des Philippines, puisque le précédent président, vous le savez, était plutôt proche de la Chine. Enfin, c'était dit qu'il pouvait amadouer la Chine et tirer quelques avantages financiers de sa relation avec la Chine, et ça n'a pas du tout fonctionné. Oui, bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Vincent Jacot, je ne suis pas étudiant à l'ICP, mais cadre dans une entreprise agroalimentaire qui exporte beaucoup vers l'Asie, qui s'appelle Candia. Donc, on exporte du lait, mais surtout du beurre et de la crème. Et ma question va porter sur une grande puissance exportatrice de la zone, qui est la Nouvelle-Zélande, pays qui a su développer beaucoup d'accords de libre-échange avec des pays asiatiques pour développer son export. Et ma question, en fait, c'est
quel rôle joue la Nouvelle-Zélande pour, on va dire, stabiliser ou œuvrer à la stabilité de cette zone pour que ces exportations restent florissantes? La Nouvelle-Zélande, oui, c'est un pays très intéressant parce que, évidemment, on a tendance à parler de l'île continent de référence dans la zone qui est l'Australie quand on regarde effectivement l'Océanie et à oublier un peu la Nouvelle-Zélande et sa diplomatie un petit peu plus discrète, qui est une diplomatie de recherche d'équilibre, y compris dans la relation avec la Chine. C'est-à-dire que c'est vrai que l'Australie, il y a 5 ans, sous le gouvernement Morrison, a vraiment été très, très visée par la Chine. Il y avait des tentatives de prise d'influence avec un lobbying très intense auprès des parlementaires de la représentation nationale australienne. Et donc, l'Australie s'est sentie vraiment très, très menacée et a voulu donc se protéger et a eu une réaction très, très violente vis-à-vis de la Chine. Et donc, a fait l'objet d'ailleurs d'un embargo. Ça a été très compliqué en termes commerciaux. Et ça, cette peur, cette découverte des capacités d'influence et de l'emprise qu'avait réussi à avoir la Chine sur la classe politique australienne a quand même décidé Scott Morrison à se rapprocher des États-Unis. Et ça l'a poussé quand même quelque part vers l'AUKUS pour avoir une garantie de sécurité supplémentaire. L'Australie n'a jamais eu ce genre de crise parce que peut-être considéré moins décisif en termes peut-être en termes stratégiques vis-à-vis de la Chine et parce que elle est très proche, contrairement à l'Australie, des autres pays micro-insulaires avec qui l'Australie a su nouer une politique de voisinage et de partenariat, je dirais, beaucoup plus intégrée. Donc c'est tout ce que je pourrais vous dire sur l'Australie, qui quand même se définit comme une... bien sûr, sur la Nouvelle-Zélande, qui se définit comme une puissance indo-pacifique, mais sans les excès de l'Australie, en veillant à avoir un langage extrêmement mesuré. Et c'est aussi peut-être dû à un respect très particulier de la Nouvelle-Zélande, de sa population autochtone, qui fait qu'elle est sans doute perçue d'une façon beaucoup plus positive par le reste des pays insulaires. S'il n'y a pas de... Il y a encore une question ici, merci. Et vous? Donc il y a 2 questions, allez-y, et puis ensuite monsieur. Bonsoir commandant, je vous remercie pour votre exposé qui était très intéressant. Ça fait plaisir. Et que j'ai trouvé très pertinent. Je m'appelle Grégoire Maringui, je suis étudiant en première année de master d'histoire maritime. Je travaille sur des cartographies, sur la cartographie de marine de l'Empire russe au début du XVIIIe siècle. Et j'effectue mes travaux de recherche sous la direction de Christian Buchet. Vous avez mentionné l'alliance AUKUS qui vise à contrebalancer les ambitions maritimes chinoises dans l'espace maritime Indo-Pacifique. Et je voulais savoir si l'on pouvait considérer que cette alliance fait l'objet d'une mesure de contrebalancier visant à empêcher un dépassement du seuil de conflictualité entre la Chine et les pays membres de l'alliance AUKUS. Oui, je pense que bon, j'ai peut-être pas été assez claire, mais je pense qu'il y a quand même une inquiétude depuis quelques années que l'on peut lire dans les déclarations d'ailleurs de l'officier général en charge donc du commandement Indo-Pacifique sur le fait que l'ordre de bataille commençait à être ou pouvait être très très déséquilibré et qu'il y avait peut-être une fenêtre de vulnérabilité. Et donc les États-Unis n'allaient pas, à un moment ou à un autre, seraient en tout cas plus vulnérables en cas d'une attaque de la Chine, dans la mesure où celle-ci, effectivement, a un rythme de construction, a un rythme en matière de possession de missiles balistiques à longue portée, ou ces fameux missiles anti-accès,
largement présentés comme étant des carrier killers, des tueurs de porte-avions. Et donc, il y a la perception d'une menace, effectivement, qu'il est difficile à un moment de contrebalancer. Et donc, la nécessité, en allant auprès d'autres partenaires, d'agrandir son ordre de bataille. Et là, très clairement, l'ordre de bataille sous-marin, puisqu'il s'agissait de sous-marins donc à propulsion nucléaire, qui sont censés être plus endurants, plus discrets, et qui pourraient donc augmenter les 60 sous-marins SNA américains, sachant que eux sont équipés quand même de missiles de croisière et autres. Donc il y a le souci de dissuader d'une façon plus effective, et le souci aussi avec ce choix de construction, effectivement, de pouvoir bénéficier d'une interopérabilité, je dirais, plus réelle, plus effective, avec aussi la possibilité, effectivement, d'avoir aussi des possibilités logistiques en Australie, avec une interpénétration du milieu sous-marinier à l'anglo-saxonne. Et donc, tout ça essaye de se mettre en place, puisqu'on a l'envoi d'officiers australiens qui se forment à l'usage aux techniques, à la fois aux techniques nucléaires, à un certain nombre de stratégies. Donc, on sent qu'il y a une volonté d'interpénétration à la fois stratégique et opérationnelle, mais tout ça prend beaucoup de temps. Et la Chine continue, et la Chine est en train de construire son 4e porte-avions. Alors vous me direz que la Chine n'a pas, en tout cas, fait la preuve de ses capacités opérationnelles, contrairement à la marine américaine qui est toujours en opération et qui a participé à des conflits très durs. Donc on peut se poser des questions. Mais en tout cas, en termes de technologie et de matériel, il y a quand même une inquiétude très réelle du côté des Américains, qui veulent se donner tous les moyens de pouvoir rééquilibrer ou prévenir cette vulnérabilité annoncée à un moment ou à un autre, puisque les États-Unis n'ont pas le même rythme de construction que la Chine. Merci beaucoup, commandant. Voilà, 2 dernières questions, une au 2e rang et une au 6e rang ensuite. 2 questions rapides, merci. Oui, bonjour, je suis Bruno Oumar, en retraité de la marine marchande et éventuellement capitaine de frégate de réserve. Je m'intéresse au positionnement de l'Angleterre par rapport à ce qui va se passer, parce que est-ce qu'elle va continuer à s'éloigner et être le porte-avions de l'Amérique, ou est-ce qu'elle va prendre la même position que l'Europe qu'elle a quittée récemment? Ah mon Dieu, la Royal Navy, on pourrait en dire des choses. Ah, mais écoutez, le Royaume-Uni a toujours voulu être l'allié privilégié, voilà, le partenaire principal au sein de l'Alliance des États-Unis, et le Japon d'ailleurs lui a beaucoup jalousé ce titre, hein, et a souhaité être, lui, en Asie, le partenaire privilégié donc des États-Unis. Le Royaume-Uni n'a pas abandonné l'Indo-Pacifique, même s'il a dû abandonner les Chagos au terme d'une bataille juridique de longue haleine avec l'île Maurice. Mais reste toujours à Diego Garcia, reste toujours très, très présent avec des déploiements, et toujours une relation qui reste quand même bien privilégiée avec Singapour, et entend compter dans le jeu. Et c'est vrai qu'à travers l'AUKUS a repris finalement une initiative, encore une fois à notre détriment, en restant dans le club des puissances rapprochées des États-Unis. Et je pense que c'est son identité stratégique profonde, et ils ne le changeront pas. Et est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique en termes de marine? Je ne m'aventurerai pas.
Ils ont connu quand même de grandes difficultés en termes d'équipage de personnel, mais ils réussissent quand même à assurer régulièrement des déploiements assez conséquents dans la région. Ils restent diplomatiquement très importants. Bon, il y a le Commonwealth, pour certains États, ça reste encore diplomatiquement important. Et donc, je crois qu'avec l'AUKUS, ils ont trouvé la consécration qu'ils souhaitaient. Et ils ont conservé un statut relativement important dans l'Indo-Pacifique, ne serait-ce qu'en termes stratégiques, grâce à ce soutien avec les États-Unis et cette proximité avec l'Australie, puisque eux aussi forment des sous-mariniers australiens, vous le savez, dans le cadre d'AUKUS. Voilà. Allez-y. Oui. Allez-y. Je ne suis plus étudiant, malheureusement. Je suis cardiologue retraité, mais toujours très intéressé par la géopolitique. Passion que j'ai transmise, j'espère, à une de mes petites filles qui doit être présente ce soir. Ma question est courte, ça porte sur Taïwan. J'ai des amis taïwanais qui disent qu'à propos du risque de conquête de Taïwan par la Chine, qu'il ne s'agit pas d'une reconquête, comme vous l'avez dit, mais d'une conquête. Alors, j'aimerais avoir vos précisions, s'il vous plaît. Merci d'avance. En tout cas, tout ce que vous avez raconté jusque-là était passionnant. Merci. Oui, vous avez raison. Enfin, la terminologie de la Chine, c'est une reconquête parce qu'elle considère qu'effectivement, Taïwan lui a été arraché. Vous avez une terminologie que vous connaissez sans doute, dont vous parlent vos amis, sur l'île rebelle, sur la province qu'il faut récupérer. Mais vous avez un gouvernement tout à fait respectable qui est un bel exemple de démocratie en Asie. Et qui a essayé au hasard des élections et puis de l'orientation politique de trouver en fin de compte une méthode, en tout cas un mode de relation avec la Chine. Bon, il se trouve que finalement le KMT, qui était quand même historiquement le plus favorable à une forme de fédération ou je ne sais quelle association d'États avec la Chine, perd quand même de son influence, et que l'on a une identité taïwanaise, une jeunesse qui a visiblement écoute davantage les discours de présidents qui sont pour le respect de la souveraineté de Taïwan, qui essayent d'avoir un discours apaisé vis-à-vis de la Chine, mais en même temps suffisamment ferme parce qu'il s'estime peut-être peu défendu en Asie, peu défendu en Europe par d'autres démocraties. C'est en cela que j'ai mentionné l'adoption d'une stratégie indo-pacifique de la Lituanie. C'est bien Taïwan qui est au cœur de ce choix, puisqu'en fait la Lituanie a voulu quelque part ouvrir un bureau de liaison, mais en lui donnant, il me semble, le titre d'ambassade, et a déclenché l'ire de la Chine, et estimant que la Chine n'avait pas à s'immiscer dans ses affaires intérieures, a tenu bon en dépit d'un embargo commercial, puisqu'on sait que c'est la méthode chinoise, quand voilà, c'est la première mesure de rétorsion quand vous faites quelque chose qui ne plaît pas à la Chine, embargo commercial, et comme la Chine est une grande puissance commerciale, ça peut être très très douloureux. Ça l'a été pour la Lituanie, qui a tenu bon, et qui non seulement a maintenu cette ambassade, mais a publié donc cette stratégie indo-pacifique, qui est très anti-chinoise. C'est très courageux de la part d'un petit pays, mais la Lituanie regarde un autre pays qui est très proche, et donc qui est la Russie, voilà, et se dit que voilà, c'est un discours de dissuasion et d'affirmation de sa souveraineté. Mais c'est vrai qu'on a peut-être été un peu lâche concernant Taïwan, que peut-être on aurait dû insister davantage pour l'intégration de Taïwan au sein de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Et Taïwan tire très bien son épingle du jeu, puisqu'elle est très très courtisée, dans ses stratégies et dans cette volonté de conserver une certaine forme d'autonomie, notamment dans les chaînes d'approvisionnement touchant aux métaux rares et touchant à un certain nombre de technologies que Taïwan possède.
ce que les États-Unis comprennent bien et ne veulent pas voir la Chine s'emparer. Donc je pense que Taïwan a beaucoup plus d'atouts qu'on ne l'imagine. C'est un peu la poule aux œufs d'or, et ce serait quand même très contre-productif de la part de la Chine de créer une crise et être à l'origine d'un conflit autour de Taïwan. Je pense que la Chine aurait beaucoup à perdre, et c'est peut-être ce qui fait réfléchir l'actuel président, le président Xi, malgré ses discours extrêmement martiaux. Mais là aussi, la Chine est dans une certaine forme de dissuasion et d'intimidation. Voilà, eh bien, je voudrais, au votre nom à tous, remercier infiniment Marianne Perrondoise d'être venue nous parler de cette confrontation et de cette coopération, de ces multiples alliances, de ces multiples équilibres qui existent à l'intérieur de l'Indo-Pacifique, des multiples visions du monde que sous-tend cette organisation, et puis de nous avoir ouvert les sujets à des choses aussi larges que le lien entre la sécurité de l'Indo-Pacifique et la sécurité européenne. Et puis, donc, un immense merci d'être venu ce soir. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines où nous aurons un sujet assez différent. Nous parlerons d'industrie avec le directeur général des chantiers de l'Atlantique qui viendra nous parler de construction navale, de paquebots, mais aussi d'énergie marine renouvelable ou de propulsion vélique. À dans 3 semaines.